Alors, bon après-midi. On va commencer, si vous voulez. Alors, c'est donc notre quatrième rencontre autour de ce thème un peu particulier là, de ce que j'ai appelé le défi des peintres, ou en tout cas un peu les limites que les peintres rencontrent avec certains sujets. Alors, vous avez vu, on a parlé de la parole au début, ensuite le temps et le mouvement. Aujourd'hui, je pensais d'aborder ce problème-là de l'émotion, ou comme on disait au 17e siècle, des passions. Hein? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on exprime ça dans la peinture? Et vous allez voir, il y avait d'abord une première attitude qui disait que c'est très difficile à faire parce que les émotions habituellement sont très fugitives. Hein? On les voit sur un visage, puis ça change assez vite. Et alors, pour les peintres qui doivent fixer ça sur le tableau, ça leur paraissait difficile. Et en particulier, il y a un fameux théoricien au 17e siècle qui s'appelait Roger de Pile. C'est le chef de ce qu'on appelait les Rubéniens. Tu sais, il y avait une discussion entre les gens qui étaient pour Rubens et ceux qui étaient pour Poussin. On avait les Rubéniens et les Poussinistes. Les Rubéniens étaient enthousiasmés pour la couleur, alors que les Poussinistes étaient pour le dessin. Alors, donc, ça se battait entre eux. Alors, lui, qui était plutôt pour le coloris, il disait de dire comme il faut que les parties du visage, hein, parce que c'est ça qui est le problème dans l'émotion, c'est comment est-ce qu'on va exprimer sur le visage les gens qu'on présente, ce qu'ils vivent, quels sentiments qu'ils ont, s'ils sont en colère, s'ils sont tristes, s'ils sont joyeux, etc. Alors, comment est-ce qu'on va traduire ça dans le visage? Alors, lui, ce qu'il disait, il dit de dire comment il faut que les parties du visage soient disposées pour exprimer les différentes passions. Alors, au 17e siècle, passion, c'est ce qu'on appellerait nous autres émotions, plutôt. C'est ce qui est impossible. Ah, on va dire ça, vous donner des règles précises pour dire comment procéder, c'est impossible. Et la raison qu'il donne, et donc on a pu donner les règles bien précises, tant à cause que le travail en serait infini, parce qu'il y a tellement de nuances, il y a des émotions complexes aussi, tu sais, quelqu'un qui serait à la fois indigné, choqué, en colère, etc. Alors, comment est-ce qu'on... Ou qui aurait même une attitude de défi en plus. Alors, comment est-ce qu'on peut traduire ça? Alors, il dit le problème serait infini. On ne pourrait pas trouver de façon de vous indiquer que parce que chacun en doit user selon son génie. Alors là, il serait faire, débrouillez-vous. Tu sais, si vous êtes un bon peintre, vous allez trouver le moyen. Chacun doit se débrouiller avec son génie et selon l'étude qu'il a dû faire. Il dit, souvenons-nous seulement de prendre garde que les actions de vos figures soient naturelles. Alors, avec un conseil comme ça, évidemment, ça ouvre la porte à la liberté à peu près totale chez les peintres. Il y avait un proviso au 17e siècle, ça c'est très typique des sociétés en hiérarchie, c'est très hiérarchisé, là, comme au 17e, c'est que vous ne devez pas représenter la tristesse d'une reine comme celle d'une paysanne. Autrement dit, il y a un facteur de rang qui joue là. Si c'est quelqu'un qui est plus haut dans l'échelle sociale, c'est plus contenu. Hein? Vous ne devez pas lui faire la bouche toute grande ouverte. Puis ça, si c'est la reine, faites attention. Elle va éprouver la tristesse, mais elle ne le manifestera pas comme quelqu'un du peuple. Hein? Alors ça, c'était un espèce de petit conseil. Alors les peintres pris avec ça ont trouvé évidemment des trucs pour se débrouiller. Et alors, je commence par un exemple ancien, mais vous allez voir, on va arriver à nos Canadiens, mais juste à titre d'introduction. Un bonhomme qui s'appelle Domenichino, ou le Dominicain en français, et qui représente Sainte-Cécile sur son balcon en haut, en train de vider sa garde-robe là, pour les pauvres gens en bas qui essayent toutes ces guenilles, en tout cas les unes après les autres. C'est un peu grimaçant. Là, si vous regardez les visages les uns après les autres, c'est pas très, très convaincant. Mais il semble que, d'après Annibale Carracci, il raconte que le Domenichino en question faisait des grimaces avant de peindre pour essayer de vivre lui-même, disons, l'émotion qu'il voulait représenter. Alors ça, c'est une façon, disons, de procéder. Vous jouez à vous-même d'être choqué ou d'être triste, d'être joyeux. Puis là, vous voyez un peu à travers votre figure ce qu'il faudrait faire, puis vous transmettez ça sur le tableau. Hein. Ça, plusieurs peintres ou sculpteurs répètent ça. Par exemple, le Bernini, qui est un très grand sculpteur, là, il représente David en train de se préparer à envoyer une roche dans le front de Goliath. Là. C'est la fameuse scène là, de David qui attaque Goliath. Et regardez la figure, la bouche serrée comme ça. Alors, ça aussi, on dit que le Bernin, qui était un bon acteur ensuite, un bon comédien, se regardait des fois dans le miroir pour voir ce que ça donnait. Hein. Un peintre moins connu,
mais quand je vous dirais que c'est un disciple de Rembrandt, je pense que c'est assez évident par le style. C'est un disciple bien fidèle qui a suivi les conseils de son maître. Lui, il disait que ce qui est fantastique quand vous regardez un miroir, c'est que vous pouvez vivre une émotion puis voir ce que ça va donner concrètement comme image. Hein? Alors, donc là, il y a une espèce de conception de... Il faut vivre ça de l'intérieur. Puis en même temps, en regardant le miroir, on voit un peu quelle transformation du visage ça va faire. Puis là, vous n'avez qu'à peindre ça après sur votre tableau. Hein. Alors, c'est ça qu'il est en train de faire. Évidemment, c'est un autoportrait. Alors, il se regarde lui-même dans un miroir, puis il est en train de se représenter le plus fidèlement possible. Où vient cette idée-là de se regarder dans le miroir? Ça vient de son maître, en fait, de Rembrandt. Hein. Rembrandt a fait une série de petites gravures, elles sont minuscules, c'est à peu près grand comme ça, là. Se représentant lui, changeant de visage. En anglais, on dit making face. Hein, c'est exactement ça. Là. Il joue à être courroucé à gauche, à être surpris à droite. Puis il y en a toute une série comme ça qu'il a fait. Et on se demandait au début, on dit pourquoi, à quoi ça lui sert, pourquoi il a fait ça. Parce qu'on ne voit pas de tableau dans lequel il aurait pu réutiliser les figures qui se faisaient. Alors on a l'impression que c'est vraiment un cas de plaisir, là, juste pour le plaisir de le faire. Un petit peu de narcissisme, évidemment, mais il se regarde dans le miroir, puis il fait des figures. Et ça montre aussi un peu la limite de ce procédé-là. C'est-à-dire que, comme les émotions, vous pouvez les vivre intensément, mais si vous les vivez juste comme un acteur, ou vous faites juste semblant d'avoir de la peine, ou semblant d'être joyeux, ben là, puis ensuite, comment fixer ça? Hein? Comment une image qui va arriver sur le miroir, qui va passer très rapidement, puis comment la fixer sur papier? Alors là, une des solutions, c'est de travailler sur une toute petite image pour être capable de faire ça très vite, et non pas d'avoir un grand tableau où ça prendrait beaucoup de temps. Mais en même temps, on ne voit pas beaucoup ce que Rembrandt a fait avec ça, sinon la série de petites images en question. Alors ça, c'est une première approche du problème, à savoir cette idée que le peintre doit, d'une certaine façon, rejouer les émotions et essayer, en se regardant dans le miroir, ou en tout cas en les revivant de quelque façon, d'arriver à les traduire comme il faut. Ils auraient été beaucoup aidés s'ils avaient accès à la photographie. Hein. Il y a par exemple, ça, ce serait les émotions de base. Hein. Et ce qui est fantastique dans cette série de photos, ça a été présenté de façon transculturelle, c'est-à-dire à toutes sortes de cultures différentes à travers le monde. C'est Paul Ekman là, qui a fait cette recherche-là. Et les gens interprètent les figures comme il faut, tout le temps. Alors, que vous soyez bantou, que vous soyez primitif de je ne sais plus quelle forêt, etc., le personnage en haut à gauche est en colère, celui à droite a peur. Vous êtes d'accord? Oui, si vous protestez. L'autre au milieu est surpris, l'autre est joyeux. Celle-là, en bas, c'est le dégoût, c'est j'aime pas ça. Puis l'autre est triste, évidemment, je pense qu'il n'y a aucun doute. Hein? Alors, autrement dit, là, il y a presque une tentative un peu de codifier ces différentes émotions. C'est-à-dire que si on avait des chartes un peu comme ça, enfin une série de photos, on pourrait dire, ben, je veux faire quelqu'un qui est triste, alors je vais m'inspirer du personnage qui est en bas. Il y a effectivement, à l'époque de Roger de Pille et de tous les artistes que je viens de mentionner rapidement, il y a quelqu'un qui va faire ça, qui s'appelle Charles Lebrun, et qui est un artiste académique. Là, vous voyez un portrait de lui par Largillière. Bon, il se représente, Largillière va représenter comme ça, c'est un très important artiste de cour. Hein, c'est quelqu'un qui va faire des éloges de Louis XIV, etc. Et effectivement, le tableau qui est dans le tableau, là, celui vers lequel il pointe avec son doigt, c'est celui qui se présente à droite, où on voit Louis XIV habillé un peu en clown, là, parce qu'ils sont toujours avec des costumes, des choses comme ça, en train de vaincre ses ennemis, etc. Alors, donc, c'est un artiste de cour. Charles Lebrun, c'est un artiste qui est très important à l'Académie des peintres et des sculpteurs, et qui va, lui, au contraire des autres, là, qui disent ben, « débrouillez-vous avec votre génie », lui, il va partir d'une théorie qu'on pourrait dire inspirée par Descartes. Et vous savez que Descartes a fait, le philosophe, là, René Descartes, a fait un traité des passions humaines, dans lequel il décrit toutes les passions les unes après les autres, et surtout qu'il y avait une espèce d'hypothèse physiologique.
Alors, par exemple, dans son livre là, sur l'homme, il nous présente en fait comment, disons, les rapports entre le corps et l'esprit. Hein, parce que vous savez que Descartes sépare les deux complètement. Le corps est de l'étendue, etc., alors que l'esprit n'a pas d'étendue et est complètement spirituel, on ne peut pas le réduire. Mais il disait, il y a dans le cerveau au moins une glande dans laquelle l'union entre le corps et l'esprit peut se faire, et c'est la fameuse glande pinéale. Pourquoi cette glande-là, ce qu'on appellerait maintenant l'hypophyse, c'est qu'elle est unique, alors que beaucoup des aspects dans le cerveau sont doubles. Hein? Vous avez un lobe à gauche, il y en a un lobe à droite. Et alors, il y en a à un moment donné, qui a une seule petite glande là, qui est au milieu du cerveau. Alors, ça l'a frappé beaucoup. Il a dit, ça doit être là que se passe le lien entre les idées et, d'une part, si on veut, puis les actions. Alors, c'est ça qu'il est en train de vous expliquer. Il y a les deux yeux. Ce qui est marqué H, là, c'est l'espèce de petite glande qui a l'air des citrons ou quelque chose, je ne sais pas quoi, au milieu de la tête. Ça, c'est l'hypophyse, c'est ce qu'ils appelaient les autres la glande pinéale. Et là, alors, de là part un influx nerveux qui fait que le doigt qui pointe se déplace. Hein? Alors, autrement dit, ça serait dans l'hypophyse que se passerait cette union de l'âme et du corps. Et donc, c'est là que en fait, c'était comme la solution à son fameux problème. Comment ça va se traduire chez Lebrun, cette idée-là? Il va dire, ce qui est important quand on veut exprimer des émotions, c'est d'être capable de représenter les sourcils comme il faut. Pourquoi les sourcils? C'est parce que c'est exactement au niveau de l'hypophyse. Hein? Alors, l'hypophyse est dans le crâne, elle est dans le cerveau, mais c'est au même niveau. Alors, si vous pouvez maîtriser un peu la façon de représenter les sourcils, vous êtes capable de représenter toutes les émotions. Et il a fait, effectivement, des dessins qui ne représentent que les sourcils. Alors, si vous voulez regarder les uns après les autres, vous allez voir qu'il y en a un qui a l'air plus en colère, il y en a un autre plus surpris, il y en a un qui a l'air plus triste, etc. Comme si, étant à niveau avec l'hypophyse, on aurait là, au contraire, exactement la réflexion extérieure de ce qui se passe à l'intérieur. Vous comprenez ce qui est la base théorique de ça. Hein? Alors, il a fait des dessins comme ça, puis ensuite, il a fait une série de, j'allais dire, c'est des conférences qu'il donnait aux académiciens, à des futurs peintres, qui voulaient apprendre comment représenter les émotions. Alors, il leur a fait des modèles, comme par exemple, voilà, vous avez un visage qui est neutre, en fait. Bon, en général, ils ont l'air un peu masculin plutôt que féminin, mais justement, lui, il ne tient pas du tout compte du rang, là, comme je disais tout à l'heure. C'est un visage humain réduit à sa plus simple expression. Et là, il appelle ça l'estonnement, oui, parce qu'à l'époque, on emploie toujours le S comme ça, c'est l'étonnement. Hein? Alors, donc, il dit, si vous voulez représenter quelqu'un qui est étonné, voilà le système où il fait ouvrir la bouche un peu, il faut remonter les sourcils. Alors, toujours les sourcils sont importants, évidemment, dans la représentation. Alors, il fait deux de face, un de profil, puis là, ça devient comme une clé, si on veut, pour quelqu'un qui aurait besoin de représenter dans un tableau quelqu'un d'étonné. Lui, il y a une règle. Hein? Au contraire de Roger de Pile qui dit non, allez-y selon votre génie, soyez naturel, mais allez-y à partir de votre expérience, etc. Là, au contraire, on a une codification. Hein? Et ce n'est pas toujours convaincant, mais des fois. Alors, regardez par exemple, il donne un exemple de ce qu'il peut faire à partir de son schéma. Hein? Alors, l'admiration avec de l'étonnement, enfin un mélange des deux, alors à droite, avec cette figure de la bouche ouverte, un peu surprise là, de ce qu'elle voit. Et cette passion-là, parce que c'est comme ça qu'il l'appelle, pour Descartes, elle est très importante, c'est la première des passions. C'est la toute première. Il dit, c'est la seule dont il n'y a pas le contraire. C'est par exemple, vous avez la tristesse et la joie. Hein? On peut les opposer. Tandis qu'à l'admiration, il dit, si vous avez quelque chose qui n'est pas admirable, vous n'avez aucune passion. Hein? Ouais, c'est beau, c'est plat. On n'a pas de réaction. Hein? Alors, c'est la seule qui est unique comme ça. C'est la première des passions. Et ensuite, à partir de là, on peut faire toute la série des autres. Hein? Alors, regardez par exemple la tristesse. Alors là, il dit, bon, voilà comment les sourcils doivent être disposés, comment la bouche doit être un petit peu avec les coins rabattus. Et tout ça, en fait, le texte qui accompagne ça, c'est toujours des citations de Descartes, en fait, qu'il a fait dans son traité des passions, là, les descriptions de toutes ce qu'on appelait les passions à l'époque. Exactement comme ça. Alors, vous avez celui-là, vous avez le contraire, qui est le ri, comme il dit, R-I-S, là, le rire, si on veut, ou la joie. Alors là, au contraire, tout ça va dans l'autre sens, la bouche
se relèvent, et les sourcils aussi. En tout cas, alors, chaque fois, donc, il y a une espèce de codification comme ça des passions qui est suggérée par Lebrun et qui a eu une influence incroyable. En fait, il y a beaucoup de peintres qui se sont fiés à ces affaires et qui ont repris ça tel quel. Enfin, quand on connaît un peu ces gravures à lui, on les retrouve dans les tableaux du temps. On voit tout d'un coup, là, il y a une bataille, par exemple, il y en a un qui est en colère, là, on voit très bien, il a pris ça chez Lebrun, il a dû passer quelques semaines à étudier ça chez lui. Alors là, et ça a été publié, évidemment, c'est les conférences que Lebrun a données, puis ensuite, ils ont fait des publications à partir de ça avec les dessins. Et donc, ça pouvait devenir une source. J'ai été surpris de voir que même dans l'art très contemporain, on retrouve un intérêt pour ça. Et je vais vous donner un exemple avec un artiste américain qui s'appelle Bill Viola. Hein? Bill Viola, ce qu'il fait, là, évidemment, je vous présente ça de façon statique, mais si vous voyez l'œuvre pour vrai, les visages qui sont là, c'est le même acteur, évidemment, qu'on voit 6 fois, changent tranquillement d'une figure à l'autre. Hein? Autrement dit, c'est comme un vidéo, un peu, d'une certaine façon. Et là, alors, le bonhomme qui rit, tout d'un coup, devient un petit peu comme celui qui est à côté. Puis, alors, ça change continuellement. Et là, on voit justement un bon acteur peut passer d'une émotion à l'autre, comme ça, suggérer une émotion à l'autre. Et il fait ça très tranquille. Alors, tu sais, il y en a un au milieu là, qui a l'air tout à fait méchant. Là. Puis après ça, au contraire, une espèce de mystique en bas, etc. Alors, on se promène comme ça dans les 6 figures. Continuellement, ça change, tu sais, c'est comme un loop, là, ça change continuellement, puis on voit... Viola a fait aussi une chose alors, qui est aussi, ben ça, c'est difficile de vous montrer ça de façon statique, mais juste, j'ai 2 photos là, pour quand même donner une idée. Ça s'appelle The Greeting, et c'est donc 2 dames qui se rencontrent. Ça fait penser un peu au thème de la visitation, hein, tu sais, une dame plus âgée puis une plus jeune qui se voient. Et là, on a ces 2 moments du même vidéo hein, que je vous montre là. Et en fait, la vidéo va très lentement. Autrement dit, on assiste à tous les changements de figure d'un pôle à l'autre. Ça va très, très lentement, la transformation. Et ça qu'il dit, il dit justement, avec les procédés d'aujourd'hui, on peut arriver à voir qu'est-ce que c'est qui est des changements d'émotion qu'on n'arrivait pas à voir avant. Parce que là, on peut arrêter le phénomène, si on veut, à plusieurs niveaux. Et là, pour ce vidéo-là, il s'est inspiré d'un tableau ancien de Jacopo de Pontormo, où vous voyez exactement la même scène. C'est-à-dire que c'est la rencontre de la Vierge avec Élisabeth, c'est l'épisode de la visitation avec 2 personnages derrière. Et là, évidemment, dans le tableau de Pontormo, ça ne bouge pas, c'est statique, mais il l'a refait d'une certaine façon avec son vidéo, où on voit tout d'un coup les 2 femmes se rencontrer, se mettre à sourire, puis à être de plus en plus souriantes, etc. En fait, comme s'ils se revoyaient depuis longtemps. Hein? Et là, ce qui est intéressant, justement, c'est cette espèce d'analyse qu'on peut faire de tous les intermédiaires entre 2 positions. Vous n'avez aucun feeling, puis tout d'un coup, vous voyez un ami, puis là, votre visage se met à se transformer. Hein? Vous comprenez comment ça peut être... Alors, il s'est donné un peu la mission d'explorer, par exemple, des tableaux anciens comme ça, puis de reconstituer les intermédiaires entre ce qu'on voit dans le tableau et ce qui pourrait avoir été sa source. Hein? Alors, si on arrive maintenant au Canadien, vous allez voir qu'il y a 2 domaines dans lesquels, évidemment, l'expression des émotions a été importante. Il y a certainement le domaine religieux, hein, parce que toutes les représentations un peu dramatiques qu'on a dans la religion, on donne pose aux peintres des problèmes de comment je représente des émotions. Hein. La Sainte Vierge devant le corps du Christ qui descend de la croix. Qu'est-ce que je fais avec la figure et comment je traite ça? Hein? Et après, l'autre domaine dans lequel ça va être aussi le même genre de problème, c'est ce qu'on pourrait appeler les tableaux d'histoire. Hein? Quand quelqu'un veut représenter, je ne sais pas moi, Jacques Cartier qui arrive au Canada pour la première fois, qui voit des Indiens, bon, il pourrait avoir de l'étonnement et de l'admiration. Il pourrait aller voir son cahier de Lebrun pour essayer de retrouver, de donner une figure un peu étonnée à Jacques Cartier. Vous comprenez que donc, dans les tableaux d'histoire aussi, ça va être la même préoccupation. Hein. Pour l'époque contemporaine, on verra, en tout cas, mais disons, pour la peinture un peu classique, là, un peu du 19e siècle, c'est vraiment les 2 grands domaines dans lesquels les peintres ont besoin de savoir comment se débrouiller avec ce problème-là. Alors, je vais commencer avec Plamondon.
un tableau justement religieux qui est ici d'ailleurs au musée. Vous l'avez peut-être vu, je ne sais pas, en tout cas, il n'est pas exposé souvent, il n'est pas sur les murs partout, là, mais il fait partie de la collection du Musée des Beaux-Arts. Et c'est une commande qu'il avait eue. J'étais content d'avoir cette commande-là. C'est une commande qui a eu lieu des Sulpiciens de Montréal. Et ce qui était censé faire, en fait, c'était les fameuses stations du chemin de croix. Et ces tableaux-là, normalement, auraient abouti à l'église Notre-Dame, hein, à côté du couvent des Sulpiciens. Là, ils ont leur maison. Là, puis, alors, la grande église Notre-Dame, ça aurait été, les stations du chemin de croix, ça aurait été eux. Alors, Plamondon est très content, c'est un contrat formidable, c'est des gros tableaux, hein, c'est énorme comme dimension, ça mesure 150 cm de haut, donc 1 mètre et demi, non, presque 2 mètres de haut, et 240 cm de large. Alors, c'est des gros tableaux. Et il décide de faire, comme tout bon catholique, on sait qu'il y a 14 stations. Peut-être que vous en souvenez plus, là, on faisait ça, on se promenait, puis on faisait toute une autre station, comme on disait, mais il décide d'en faire 8 ou 7 ou 8. Ça va être assez. Alors, les Sulpiciens ne sont pas contents, évidemment, ils ont dit, il n'a pas fini son travail, il faut qu'il en fasse plus. Alors, il y a toute une bisbille, puis finalement, les Sulpiciens refusent les tableaux de Plamondon. Alors, ils ne savent pas trop quoi faire avec, puis finalement, ils aboutissent ici. En fait, ils sont plus la propriété des Sulpiciens, ils n'en ont pas voulu. Hein. Ils ont commandé un autre gars qui était de passage, un M. Bowman, qui a fait aussi une série de tableaux, puis il est parti, lui, à un moment donné, au milieu de la commande. Alors, encore, il faut recommencer. Ils ont fini par avoir un Italien qui leur a fait toute la série. Puis là, c'est ça qu'on voit maintenant, des tableaux un peu quelconques, quand ils ne sont pas très bons, qui sont dans l'église maintenant. Hein? Alors, ça, c'est juste la petite histoire, disons, de ce tableau-là. Alors là, si vous prenez mon problème de comment exprimer les émotions dans une scène comme ça, évidemment, c'est très dramatique parce que vous avez à la fois la Vierge qui étend les bras comme ça et qui regarde le ciel avec vraiment un air triste. Enfin, il fallait qu'il réussisse à faire ça. Vous avez aussi Saint Jean là, qui est penché au-dessus du Christ et qui est en train de l'envelopper dans le linceul, avec l'autre personnage à gauche là, qui est Joseph d'Arimathie. Et vous avez aussi éventuellement la Marie-Madeleine, qui est là pas loin, enfin, qui braille aussi comme tout le monde. En tout cas, alors, puis, il fallait donc exprimer la tristesse et aussi une espèce de résignation de la part de la Vierge devant la volonté de Dieu. Enfin, bon, Jésus est mort, il est détaché de la croix et on l'amène. On a ça, je pense qu'il n'y a pas un an. Oui, on voit ça, la couronne d'épines à gauche, là, avec les clous, etc. En tout cas, donc, vraiment, il y avait donc plusieurs problèmes de traduire les émotions. Sauf que dans le cas de ce tableau-là, Plamondon n'avait pas à tout inventer. Hein. Il s'est inspiré, en fait, d'un tableau d'un bonhomme qui s'appelle Jean Jouvenet. Et vous allez voir que c'est vraiment inspiré de proche. Là. Hein. Et alors, ce tableau-là, que vous voyez à droite, il est à la cathédrale de Saint-Maclou, que je vous présente à Pontoise. Là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oui, c'est évident qu'il s'est inspiré de ça directement, c'est les mêmes personnages, etc. Sauf que, ça vous a-tu frappé qu'il n'est pas orienté de la même façon? Hein? La Vierge passe d'un côté ou de l'autre de la croix, là. Il y a une espèce, elle n'a pas la même orientation. Et alors je me dis, est-ce que Plamondon est allé se promener à Pontoise pour copier ça devant le tableau? Probablement pas. Hein? Alors, l'hypothèse, d'habitude, quand on a un problème comme ça, on dit qu'il doit y avoir une gravure du tableau qui a dû circuler. Jouvenet était quand même un peintre français connu. Et Plamondon a dû avoir accès à une gravure, puis là, d'être capable de copier à partir de la gravure, puis d'inventer un peu les couleurs aussi, parce que des fois, quand les peintres s'inspirent d'une gravure, qui est noir et blanc par définition, ils inventent des couleurs. Et là, on voit très bien que, justement, il n'était pas devant le tableau, mais il est parti d'une petite gravure, puis il a fait son possible. Alors, effectivement, il y a une gravure de ce tableau-là, fait par Alexis Loire. Alors, là, je vous mets le tableau de Jouvenet à gauche et la gravure. Là, on voit aussi que ce qui arrive avec la gravure, c'est qu'il y a une inversion. Hein? Parce que quand
vous dessinez votre affaire, mais quand vous l'imprimez, vous tournez votre page de l'autre côté. Et donc, on a toujours l'image est inversée, évidemment, et elle est en noir et blanc. Alors là, M. Rosenberg, qui nous a fait l'honneur de nous donner un avis là-dessus, nous dit « Oui, c'est sans doute inspiré de Alexis Loire. » On n'avait jamais entendu parler de lui. Alors, bon, il doit avoir raison, il sait ce qu'il dit. Sauf que le tableau de Plamondon est orienté comme le tableau de Jouvenet et non pas comme la gravure. Hein? Alors là, on est embêté, on dit « Coudonc, comment est-ce qu'il a pu faire? Est-ce qu'il a pu imaginer le vrai tableau en le changeant de côté? » Ça, c'est presque impossible à faire. Ou est-ce qu'il a regardé la gravure de travers? En tout cas, vraiment, c'est pas ça. Mais on a trouvé finalement où il a pris son modèle. Ce qui est arrivé, c'est que à l'église de l'Annonciation à Oka, vous aviez ce tableau-là, qui est à droite, qui est exactement dans la même orientation que le tableau de Plamondon, et à peu près dans les mêmes couleurs, sauf que Plamondon le fait dans un format horizontal, plus grand, un rectangle à l'horizontale, mais parce qu'il voulait faire des gros tableaux là, pour le chemin de croix. Mais c'est probablement ça, sa source. Alors, de quoi s'agit-il? C'est un tableau qui a été copié en France, alors probablement devant le modèle, à Pontoise, et qui a été vendu ici au Canada pour l'église d'Oka. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec à Oka? C'est qu'il y avait, je ne sais pas si vous avez visité ça, mais sur la colline là, en arrière de Oka, puis donnant sur le lac des Deux-Montagnes, il y avait un calvaire. Là. Et un calvaire, ça veut dire que c'était des petits édicules, là, des petits bâtiments. Et c'était fait pour enseigner un peu la religion aux Indiens. En fait, les Sulpiciens avaient eu cette idée-là. On va mettre des tableaux dans des espèces de petites maisons comme ça, puis les gens vont passer, puis ils vont faire leur chemin de croix sur la montagne. Enfin, ça va être un peu excitant. Là. Vous montez là, puis vous avez une belle vue, etc. Hein? Alors, les tableaux étaient là pendant un certain temps, dans ces petits édicules-là. Puis, à un moment donné, ben, il pleuvait. Puis ensuite, l'hiver, c'est épouvantable. Alors, c'est pas bon, ça, pour les tableaux. T'sais. Surtout si vous n'avez pas de chauffage, rien. Alors, ils ont décidé de les installer à l'église et de les remplacer dans les petites maisons par des sculptures qui disaient, pensaient-ils, enfin, vont durer plus longtemps, puis ils vont être... Alors, ils ont demandé à un sculpteur, Guerno di Belleville, de faire des versions sculptées du tableau. Hein? Alors, il l'a fait. Mais ce qui est arrivé, ce que les Sulpiciens ne pouvaient pas prévoir, c'est qu'il y a des vandales qui s'en sont occupés. Hein? Alors là, il y a eu, à un moment donné, dans les années 60, enfin, donc relativement proche de chez nous, de notre temps, disons, il y a eu des destructions de ces sculptures-là. Là, vous voyez, c'est le même sujet. Le Christ est étendu par terre. On a le bonhomme qui est en train de retirer l'échelle près de la croix, puis la Vierge, ben, est presque disparue. Là, a été, on n'a jamais éclairé les motifs enfin, de ces vandales. On ne sait pas pourquoi ils ont fait ça. Et c'est maintenant, évidemment, on les a retirés de là. Et c'est dans des collections plus privées maintenant. Mais on voit, en tout cas, c'est une histoire absolument rocambolesque. Il y a une photo de ce relief-là qui a été fait avant le vandalisme, hein, qui a été fait en 67, oui, c'est ça. Alors là, on voit à peu près, on voit très bien qu'il s'est inspiré évidemment du tableau. Et on pensait que de cette façon-là, on aurait quelque chose qui pourrait durer plus longtemps, qui serait moins vulnérable à enfin, aux intempéries, disons, surtout à ça qu'on pensait. Hein. Alors, vous avez, évidemment, un des problèmes de ce tableau-là, quand vous pensez aux émotions, c'est comment la figure de la Vierge, qui est vraiment le centre de cette image-là, qui regarde vers le ciel, et là, vous aviez... Lebrun avait cette théorie-là, je ne sais pas où il avait pris ça, mais en tout cas, il disait « mouvement singulier qui n'appartient qu'à l'espèce de l'homme ». C'est-à-dire, il n'y aurait que les humains qui regardent comme ça par en haut. Moi, j'ai regardé mon chien, il fait ça très bien. Il est très bon pour ça. Il regarde tout le temps, il a toujours envie de manger. Alors, je suppose qu'il a pris ça. Alors, en voulant dire que cette façon de regarder serait spécifiquement humaine, je ne sais pas. Mais on voit que là, pour des sujets comme celui de la Vierge implorée devant la mort du Christ, en fait, ça pouvait être un modèle possible, ça. Hein? Je pense que ça vient aussi de cette idée que
que vous aviez au XVIIe siècle, chez Descartes en particulier, que les animaux, c'est des machines. Hein? Ce qu'on appelait des animaux-machines. Il paraît que le père Malebranche, qui est un excellent homme, je suis sûr, donne un coup de pied comme ça à sa chienne, et elle criait. Alors, vous voyez, c'est de action-réaction, une machine. Puis il donnait un coup de pied. En voulant dire qu'il n'y a rien là, il n'y a pas de... Et alors, d'autres disaient non, ça n'a pas de bon sens, etc. En tout cas, mais ça se peut que ce soit ça qui soit derrière, cette idée que ce geste-là serait uniquement typiquement humain. Et là, on voit l'influence de cette image-là. Vous le retrouvez dans toutes sortes de tableaux. Bon, j'en ai pris un exemple là, de Jean-Baptiste Regnault, Descente de la Croix, un peu plus tardive, 1789. Oui, c'est une date intéressante, ça. C'est la date de la Révolution française. Alors, mais encore avec les mêmes gestes, à peu près, enfin, les mêmes personnages aussi, un petit peu déplacés. Alors là, ça devient comme un thème iconographique qui est très contrôlé, dans lequel on sait comment procéder, etc. Puis on finit par savoir comment exprimer les différentes émotions. Le sujet a passionné Plamondon parce qu'il en a fait d'autres versions. Vous allez voir à partir d'autres sources. Il y a, par exemple, une descente de la croix qui est inspirée cette fois-là de Rubens, hein, pas de Jouvenet. Alors là, c'est un maître beaucoup plus connu, etc. Et il en a fait une pour le monastère de l'Hôtel-Dieu à Québec. Et il en a fait un autre tableau, exactement semblable, très, très semblable, pour Neuville, la paroisse de Neuville. Pourquoi à Neuville? C'est parce qu'il va habiter là, lui, Plamondon. Il va vivre à Neuville, c'est près de Québec, hein, ça existe encore. Et là, il va être, évidemment, le curé de la place va dire, moi, j'ai un peintre connu, là, pourriez pas nous faire un petit peu de tableau à l'intérieur, etc. Il en a fait toute une série. Et donc, encore là, inspiré par le même tableau de Rubens, cette descente de la croix. Hein. Là, si vous regardez d'ailleurs dans le tableau de Plamondon, si vous voyez la Vierge qui est en bleu à gauche, elle ne fait pas de geste grandiloquent comme dans le tableau de Jouvenet. Elle fait un geste, je pense, qui est tout à fait naturel, c'est celui d'essayer d'arrêter la chute de son fils là, qui descend de la croix et qui est en train de... qui est mort, hein, donc il n'y a plus de contrôle. Alors, elle fait un geste comme pour l'arrêter, ce qui est plus naturel. La source de ça, c'est ce tableau-là, un fameux triptyque là, que Rubens a fait pour la cathédrale d'Anvers. Hein. Alors, toute la partie centrale, évidemment, c'est là qui est la source de Plamondon. À gauche, bon, il a fait une visitation, un peu, les deux choses. Puis de l'autre côté, c'est la présentation au temple. Alors, donc, dans ce triptyque-là, il a donc présenté comme ça les deux scènes auxiliaires, si on veut, en fait, qui font allusion à l'enfance du Christ plutôt. Puis là, au centre, la descente de la croix, si on veut. Quand on regarde les tableaux de Plamondon puis la source ici, on a les mêmes problèmes que tout à l'heure. Et là, surtout, la couleur n'est pas la même. Hein? Si vous regardez, par exemple, le corps du Christ ici, dans le Rubens, il est livide, hein? Il est très blanc. Si vous revenez à Plamondon, il a l'air plus... avec de la chair plus normale, hein? Comme qui serait moins mort, si on veut, à ce moment-là. Et puis, bon, là, ce n'est pas des très bonnes reproductions que j'utilise là, mais quand vous voyez les couleurs comme il faut, là, on voit que la couleur n'est pas copiée directement du tableau de Rubens. Et la même question se pose là, est-ce que M. Plamondon est allé se promener à Anvers pour faire le tableau? Non. Alors là aussi, on se dit, il doit y avoir une gravure à la base du tableau de Plamondon. Et effectivement, il y a une gravure célèbre. Ah oui, remarquez qu'il est quand même orienté de la même façon que le tableau. On voit les personnages sont disposés de la même façon que dans le tableau de Rubens. Hein? Alors, la gravure de ce tableau-là, qui est fait par Worstermann, qui est un graveur formidable, lui, par contre, inverse l'image. Hein? Alors là, c'est embêtant. On dit, coudonc, il est peut-être allé à Anvers après tout. Et d'autres ont dit, ben écoutez, c'est quoi les dates? 1840 pour un tableau, 1860 pour l'autre, qui aurait pu utiliser une photo. En 1860, la photographie est inventée depuis à peu près 1840, à peu près, là, les premières photos. Mais là, ça n'expliquerait pas l'autre tableau, par contre, qui est à l'Hôtel-Dieu, qui lui est daté vers 1840, et l'autre 60 à Neuville. Mais surtout, c'est que la gravure ne marche pas avec le tableau. Hein. Alors là, vous avez affaire évidemment à un cas particulier, c'est que
un tableau aussi célèbre que le tableau de Rubens à la cathédrale d'Anvers, ça a été gravé plusieurs fois. Hein. Alors là, ce qui arrive, c'est qu'un graveur copie une autre gravure, il l'inverse, un autre graveur le fait, puis un autre là. Alors, God knows qu'est-ce que Plamondon avait entre les mains. T'sais. Il a dû avoir une copie de cette affaire-là que je vous montre. Là. Alors, donc, à un moment donné, ça se renverse tout le temps, puis il finit par avoir, par hasard, probablement, sans le savoir, tombé sur la même orientation que dans le tableau. Par contre, la couleur le trahit un peu. En fait, c'est vraiment pas les mêmes couleurs que dans le tableau de Rubens. Alors donc, vous voyez, si on prend le domaine religieux, c'est clair qu'il y a des problèmes d'expression d'émotion et comment, avec les sources qu'ils ont, etc., ils ont réussi à faire des tableaux convaincants. L'autre secteur que je disais, que j'annonçais tout à l'heure, c'est le secteur historique, évidemment. Là, quand vous avez des tableaux d'histoire ou même des sculptures qui représentent des personnages historiques, vous avez aussi éventuellement le même problème si surtout vous voulez les représenter dans un moment crucial de leur existence, etc. Puis là, j'essaie de penser, je dis quel exemple je vais leur donner. J'ai pensé tout de suite Frontenac. Je vous répondrai par la bouche de mes canons. Alors, vous vous souvenez de cette phrase-là qu'il aurait dit à l'envoyé de Phipps, là, qui étaient les bateaux anglais qui arrivaient dans le port de Québec, puis on y envoie un plénipotentiaire qui vient dire rendez-vous, et il n'y aura pas de versement de sang, et Frontenac, évidemment, comme il l'était, lui aurait répondu je vous répondrai, dites à votre maître que je lui répondrai par la bouche de mes canons. Alors, ça a été évidemment le sujet d'une sculpture très fameuse qui est devant le Parlement à Québec, faite par Louis-Philippe Hébert. Alors là, à gauche, vous l'avez dans sa niche, là, sur le mur du Parlement. Quand vous êtes devant le Parlement, il y a toute une série de ces statues-là, plusieurs qui sont faites d'ailleurs par Hébert, faites en France, hein, parce qu'à l'époque, je ne pense pas qu'on avait les facilités, en fait, l'industrie possible pour couler du bronze aussi gros que ça. Et à droite, c'est la même sculpture, mais vue d'un peu plus près. Alors, vous voyez donc Frontenac pointant son canon, comme ça, puis répondant à l'envoyé de Phipps. Hein. Bon, la sculpture a été faite en France. Elle a été critiquée ici par des historiens. On a dit, par exemple, que Frontenac ne pouvait pas faire ce geste-là parce qu'il avait été blessé au bras, puis il n'était pas capable de faire un geste comme ça. Alors donc, on dit ça, c'est pas réaliste, il n'a pas réussi à reproduire le bon geste. Puis ensuite, apparemment, il y aurait sur son costume la croix de Saint-Louis qu'il a reçue 7 ans après qu'il a dit « Je vous répondrai ». Ça, c'est ce qu'on appelle un anachronisme. Mais ça, c'est du pignochage d'historiens qui veulent chercher des mouches et des ça. Ce qui m'a intéressé, moi, c'est la figure de Frontenac là-dedans. Regardez, par exemple, si vous la regardez de plus près, là, il essaie c'est assez complexe ce qu'il veut exprimer. Hein? Il veut exprimer certainement une certaine colère, mais presque de l'indignation et aussi éventuellement du défi. Parce que je vous répondrai par la bouche de mes canons, là, c'est la guerre. Hein? Ça veut dire que si je n'ai pas d'autre réponse à vous donner, on se bat. Hein? Et je sauve Québec ou vous le prenez. Hein? Alors, donc, il a essayé de combiner un peu ces trucs-là. Et si vous confrontez ça maintenant aux images de notre cher Lebrun, là, que je vous présentais, vous allez voir que ça marche plus ou moins. Afin que, par exemple, alors, c'est sûr que les sourcils sont importants hein, dans une représentation comme ça où vous voulez marquer un peu de colère. Mais la représentation de la colère chez Lebrun, c'est presque pas la même chose que dans la figure de Frontenac. Hein? Il y a un peu, si on veut, mais on est dans autre chose. D'ailleurs, on a accusé un peu Lebrun de tendre un peu vers la caricature, pour être bien clair, pour que les gens n'aient pas d'hésitation sur le type d'émotion qu'ils voulaient exprimer. Il y en a mis un peu, c'est un peu exagéré. Alors que dans la sculpture de Hébert, c'est plus nuancé, c'est plus complexe, etc. Alors, c'est un peu comme ce que je vous disais, le droger de pile. Faites partie de votre expérience, soyez naturel, mais tenez compte de ce que vous avez vécu, etc. Bon, c'est sûr que qu'il y aurait peut-être un autre rapprochement à faire avec cette autre tête de Lebrun sur la colère, qui est peut-être un peu plus proche, là. Alors là, avec évidemment
le facteur de rang social. Hein. Frontenac, c'est quelqu'un de la noblesse, c'est le gouverneur général. Alors, il est un peu plus haut. Alors, peut-être que là, on pourrait dire que dans l'image de Lebrun à droite, on serait plus proche un peu de lui, parce que là, c'est plus contrôlé, c'est moins caricatural, disons que dans ces petits dessins, là, les petites gravures qu'on voyait avant. Peu importe, cette sculpture-là était extrêmement populaire. Louis Jobin en a fait une version en glace à un moment donné. Hein. Je pense qu'en 1867, il y avait, il y a toujours, à Québec, le carnaval. Alors, il en a fait une version en glace. Alors, on voit Frontenac pointant son canon de glace, envoyant un boulet de glace, tout ce qu'on voudra. Et il a fait aussi des sculptures sur bois, Jobin, hein, un sculpteur plus proche de nous dans le temps, en 1915, qui représente trois personnages. Là. Alors, vous auriez donc notre Frontenac à gauche. On aurait, ça, on ne peut pas le deviner, c'est Saint-Charles-Borromée, qui est juché sur le séminaire de Sherbrooke. Là. Ce que vous voyez à droite, c'est une photo de la façade. Et le petit personnage qui est en haut, là, tout à fait, c'est lui, ça qu'on voit ici en bas. Et là, je ne sais pas pourquoi, finalement, le troisième personnage, c'est Lord Elgin. Qu'est-ce qu'il fait là? Peut-être la bonne entente entre nos deux communautés. Hein? En tout cas, je ne sais pas trop. Peut-être à Sherbrooke, ça a plus de sens qu'ici, ça, mais en tout cas, il avait fait donc ces trois personnages-là. Ils ont été maintenant coulés en bronze très récemment, en 2005. Ils sont réinstallés en haut du séminaire là, à Sherbrooke maintenant. Hein? Alors, on voit donc une espèce de popularité de cette sculpture-là qui a été qui a été reprise plusieurs fois. Hein? Il y a eu d'autres représentations du même épisode faites. Là, j'ai pris un sculpteur, ou deux sculpteurs, si on veut, mais on le retrouve aussi chez des dessinateurs, chez des illustrateurs, parce que j'allais dire, c'est une chose qu'on attend dans les histoires du Canada. Hein. Il y a un illustrateur de ce type-là, Charles William Jeffrey, a fait des images pour tous les épisodes, et les uns après les autres, et c'est assez près de ce qu'on sait de ce qui s'est passé. Hein. Alors, vous voyez en orange, là, le bonhomme qui est là, c'est l'espèce d'envoyé du général Phipps qui dit rendez-vous, puis on n'aura pas de sang versé, etc. Le bonhomme en bleu devant lui qui fait un geste aussi très déclamatoire, c'est Frontenac, évidemment. Et à côté, ici à droite, complètement, vous voyez, il y a un personnage qui tient une espèce de linge en blanc. C'est qu'ils ont évidemment bandé les yeux de l'anglais pour l'amener dans le château Saint-Louis pour pas qu'il sache où est le gouverneur. Hein? Puis ils l'ont remandé les yeux après pour le renvoyer dans son bateau. Hein? Alors, donc là, on a plusieurs éléments en fait, qui semblent correspondre à ce qu'on sait sur l'épisode. Il y a un petit détail, c'est que sur la table, je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a une montre qui est déposée là. C'est l'anglais qui dit « Je vous donne 1 heure pour me répondre ». Alors, c'est là que Frontenac réplique « Pas besoin d'attendre, je vous répondrai par la bouche de mes canons. Hein? Il n'y a pas besoin d'attendre 1 heure pour ça, je vous le dis tout de suite. Hein? » Alors, donc, il est reparti immédiatement. Puis, vous voyez, d'ailleurs, au sol, il y a un papier qui est déchiré. Là. Toutes les ententes, etc., sont brisées, etc. Alors, donc, une façon un peu dramatique là, de représenter les choses et qui correspond aux récits qu'on a. D'ailleurs, les récits sur Frontenac sont souvent signés de lui. Et en général, il se donne un bon rôle. Hein, comme il envoie ça en France là, pour dire comment est-ce qu'il gère le pays, etc., il est toujours bien placé. Là, il a sauvé Québec des Anglais, etc. L'autre fois, il a envahi un village en Nouvelle-Angleterre. En tout cas, il y a toujours des bonnes histoires à raconter. Puis surtout une phrase célèbre comme ça, « Je vous répondrai par la bouche de mes canons ». Ça, c'est lui qui l'a... On le sait par lui. Hein. Il y a des cas de représentation, enfin, historico-religieuse, si on veut, où on a un peu les deux, où je suis vraiment mystifié. C'est en particulier les représentations anciennes des martyrs canadiens. Hein. Là, si vous regardez les visages, ça n'a pas l'air à faire mal à personne. Ils sont en train de cuire dans le feu. Il y en a un qui se fait envoyer de l'eau bouillante sur le dos. L'autre va se faire assommer à coups de hache. Ni OK, on pourrait penser peut-être qu'on veut montrer
que les martyrs sont impassibles devant la situation, ils se comportent bien, etc. Mais les Indiens n'ont pas l'air plus excités non plus. Ils sont là, ils font leur bras, on va tuer celui-là, après ça l'autre, puis on a l'impression que c'est comme une espèce de tâche que chacun établit. Et là, donc, on pourrait dire, s'il voulait exprimer des émotions, il n'a pas réussi. Il y a pas, ça ne se transmet pas. Peut-être que cette idée de décorum puis de dignité l'a emporté sur toute chose, puis là, l'émotion est absente. Et ça, c'est typique de ces vieilles gravures-là. C'est ancien, ça, en 1650. Le martyre de Brébeuf de l'Allemand, c'est 2 ans avant. Alors, ça a été fait vraiment sur le coup, 1648. Et là, donc, puis aussi, enfin, la représentation des cabanes indiennes en arrière, c'est assez fantaisiste, ça, avec des croix, etc. Et puis là, normalement, vous avez une légende au bas de l'image, qui est en latin, par contre, dans laquelle chacun des personnages est nommé, puis on vous dit comment ils sont morts. Alors, il a mis ensemble, évidemment, des épisodes qui sont passés à différents moments. C'est pas tous arrivés ensemble, mais surtout, ce qui est très bizarre, c'est ça, c'est l'absence d'émotion. Alors, je me suis demandé qu'est-ce que c'est qu'un illustrateur comme... Ah oui, parce qu'on pourrait imaginer, avec même les conseils de Lebrun, d'avoir des gens qui pourraient exprimer la douleur. Comme par exemple, Lebrun a fait 2 suggestions, un qui s'appelle douleur aiguë, à gauche, et l'autre douleur du corps et de l'esprit à droite. Alors, à la fois donc une douleur spirituelle et corporelle. On aurait pu penser que notre graveur, là, M. Huret, aurait pu s'inspirer parce qu'ils sont quand même assez dignes. Il n'y a pas trop de... Tu sais, c'est pas du grimaçage ou des choses comme ça. Mais non, il a préféré sauver, je pense, une espèce de décorum là, à tout prix, puisque c'est une scène religieuse, et de ne pas intervenir. On pourrait se demander, est-ce que Huret aurait pu ne pas connaître les gravures de Lebrun? Mais ça aussi, c'est exclu parce qu'il a été à l'Académie en même temps que lui, ils se connaissent, etc. Alors, on pourrait penser, donc, c'est volontairement qu'il n'utilise pas les choses de Lebrun parce qu'il veut exprimer autre chose. Il veut... Alors, quand vous regardez, par contre, des gravures sur le même sujet par des gens plus proches de nous, comme le Jeffrey en question, là, que je vous montrais, là, au contraire, là, vous avez de l'émotion tant que vous voulez, mais presque d'une façon caricaturale. C'est presque raciste, ça, cette affaire-là. Ils mettent tellement d'emphase sur la cruauté des Indiens, puis les missionnaires sont là au milieu, mais on les voit à peine, mais là, c'est tout un display de caricature, en fait, puis un peu raciste, en fait. Je me rappelle, j'avais donné une fois une conférence à Ottawa, où j'avais utilisé le Grégoire Huret, puis d'autres. Et j'avais dans la salle, ça, je ne savais pas, évidemment, j'avais des gens des Premières Nations, et qui ont été très insultés par ces tableaux-là. Ils ont dit, ça donne une image des Premières Nations tout à fait négative. Vous nous représentez comme si on était en train de martyriser les prêtres. Et là, ce qui est présenté comme des massacres, en fait, était probablement des réactions, j'allais dire presque rituelles, de la part des Indiens qui sont aux prises avec des épidémies épouvantables. Quand ils sont en contact avec les Blancs leur amènent toutes les épidémies pour lesquelles ils n'étaient pas immunisés. Alors, beaucoup de gens meurent. Alors, ils ne savent pas trop quoi faire. Ils décident de sacrifier 2 ou 3 missionnaires pour essayer de sauver un peu le reste de la population. Donc, leur motivation n'a rien à voir avec ce qu'on a dit, ils se moquent du baptême, puis c'est important, autrement, ce n'est pas des martyrs. S'ils se font juste tuer parce qu'ils ont été excités ou qu'ils ont couru quand tu n'as pas le temps, c'est pas un martyr. Hein? Alors là, c'est important de dire, justement, le bonhomme qui verse de l'huile bouillante sur un des missionnaires, ça, c'est formidable, tu comprends, ça veut dire, ils se moquent du baptême, et donc on est martyrisé à cause de notre foi. Hein? Alors là, c'est un martyr, mais autrement, on n'aurait pas. Mais dans les images comme ça, je dis, on est presque dans le racisme. Alors, je me disais, il faut que je conclue mon affaire avec des représentations plus contemporaines. Puis évidemment, l'idée des émotions aujourd'hui, vous avez vu, il y a Bill Viola, il y a quelques-uns qui s'intéressent à ça. Mais je voudrais avoir quelqu'un qui vit ici un peu. Alors, et là, spontanément, on pense à des photographes, évidemment, qui vont pouvoir avoir ce genre de problème-là. Et le photographe que je vais vous présenter pour finir, c'est un monsieur qui s'appelle Donegan Cumming, et qui s'est mis dans l'idée à un moment donné de faire une espèce d'immense panneau
avec des photos de tout ce qu'il avait pris. Il dit, je voulais vider l'atelier, j'avais des photos de toutes sortes de monde que j'avais photographiées. J'ai décidé de faire un collage avec ça, en fait, de les mettre tout entiers. Alors, bon, il y a des pieds qui apparaissent en haut, là, à droite. Il y a ici à gauche, vous avez un personnage qui est couché avec son manteau à côté de lui, et il y a une espèce de chien là, qui est vertical, là, qui est là. Et là, dans la masse qui est là à droite, là, si vous regardez ça de proche, c'est des figures, c'est des portraits de personnes, des gens à côté des autres, toutes collées, et qui fait une immense foule là, qui se trouverait là. Alors, il a appelé ça prologue parce qu'il y en a un autre, un peu semblable, que je vais vous présenter un peu plus loin, qui s'appelle épilogue. Alors donc, c'est comme deux grands panneaux dans lesquels, d'une certaine façon, il recompose à partir des photos qu'il avait faites, en fait, toute un autre scène. Il a dit qu'il s'est inspiré pour ce tableau-là d'un tableau célèbre de Bruegel l'Ancien. Vous allez me dire, c'est pas évident, mais regardez. Si vous regardez le tableau dont il est parti, on a à peu près la même composition. On a une espèce de colline qui remonte, comme au milieu, je reviens en arrière, c'est un peu la même chose. Et ensuite, à gauche, ce personnage couché avec le chien, ça correspondrait aux deux petits personnages qui sont là. Et alors, qu'est-ce que c'est qui est représenté? Là, c'est un épisode de la Bible, en fait, du livre de Samuel, qui s'appelle, enfin, qu'on peut appeler le suicide de Saül ou de Shaoul en hébreu. Alors, c'est le roi d'Israël à ce moment-là qui est attaqué par les Philistines, là, les Philistins. Alors, et là, il perd la guerre. La Bible indique que ça se passe au mont Gilboa. Moi, j'ai vu le mont Gilboa, je peux vous garantir que Bruegel ne l'a pas vu. Aucun rapport avec ça. Les sapins, tout ça, tu comprends, en Israël, vous n'auriez pas d'affaires comme ça. Alors, mais c'est imaginaire, en fait, donc, il représente donc la guerre des Philistins contre Saül. Et Saül qui, voyant, il a perdu ses 3 fils, et voyant qu'il est battu, il y a une flèche qui lui tombe dessus, demande à son écuyer, qui est à côté de lui, de le tuer, en disant, je ne veux pas que ma dépouille soit prise par les Philistins, et alors tuez-moi, et l'autre, l'écuyer, il n'ose pas faire ça, c'est son roi, etc. Alors Saül se transperce lui-même de son épée, et l'écuyer se tue après aussi par une espèce de solidarité. Alors ça, c'est vraiment l'épisode qui est raconté dans la Bible, mais là, transposé par Cummings, on tombe dans tout un autre. Je vous montre un détail. Hein, celui qui correspondrait à la mort de Saül avec le chien, qui correspondrait à son écuyer. Ça. Hein? Et là, vous allez comprendre comment il a procédé, parce qu'on connaît à peu près toutes les sources des différentes photos qu'il a collées ensemble là, pour faire son grand panneau qui s'appelle le prologue. Là. Alors, regardez par exemple le chien en question, les liens une de ces deux photos-là, qui sont... je ne sais pas où ils trouvent ce genre-là, j'ai aucune idée. Le décor de Noël que vous voyez à gauche est d'un goût un peu étonnant, c'est moins qu'on puisse dire. Et tout le Bataclan. Puis alors, de l'autre côté, c'est fantastique, un tableau avec un petit phoque, là, un blanchon, et avec une croix noire au-dessus, après, je ne sais pas ce que ça fait là, et le bonhomme qui est en train de faire sauter son chien. Alors, ce que Cummings a fait, c'est qu'il a découpé le chien, puis il l'a collé dans le prologue. Hein. Il a fait la même chose pour le gros personnage qui est couché, etc. Et tout est construit comme ça, enfin, avec une pléthore de photos et de détails. Tu sais. L'autre chose qui est aussi dans ce grand tableau, c'est l'utilisation de l'encaustique. Hein. Au lieu de prendre de la colle comme tout le monde, il a utilisé donc de la cire d'abeille, et ce qui donne une espèce de texture. Enfin, mais évidemment, il faut être proche de l'œuvre pour le voir. Alors, pour ça, là, je vous présente juste un détail de ça. Mais tout ce qui est jaune en bas, là, c'est ça, c'est de l'encaustique. Et là, ça donne en plus comme plusieurs couches, hein, si on veut, de signification à travers de cette présentation-là. Alors, quand vous allez vers les détails maintenant, vous voyez par exemple
ce qui était des lances dans le tableau de Bruegel devient des jambes des gens. Il a dû découper je ne sais pas combien de photos pour faire ça. Et au centre, c'est toutes des figures. Là. Alors, ce qui nous paraissait juste comme une espèce de masse informe, là, quand vous vous approchez, au contraire, vous voyez que chaque figure est là. Et chaque figure, évidemment, est prise de gens. J'ai demandé à Cummings, j'ai dit, where do you find these people? Il dit, they are everywhere. On les a sur la rue. Alors, au lieu de jeter 25 cents là, comme ça dans leur tasse, il a dit, will you accept to pose for me? Alors, le gars dit, puis là, il peut lui offrir un peu d'argent, 20 bucks, quelque chose. Wow, OK, no problem. How do you want me? Naked? OK. Tout arrive, là. Et moi, je disais à Camille, j'ai dit, vos photos démontrent d'une façon négative la nécessité de la résurrection des corps. Parce qu'ils sont tellement déformés, puis toutes sortes de positions, etc. Alors, il y a une pléthore, il y en a des centaines de ces petites images-là qui sont collées là et qui vous donnent une idée. Alors, l'autre tableau du même genre, qui s'appelle l'épilogue, hein, c'est le même système, avec toutes sortes de petits personnages collés indéfiniment jusqu'à l'horizon, et avec d'autres plus ou moins grands, mais ça vient tout de photos comme ça, séparément. Sauf qu'ici, la source, enfin, ou disons, parce qu'il prétend, il dit, je ne connais pas la perspective, ça, il a fallu que j'aille des modèles pour organiser toutes ces images-là. Alors, dans un cas, c'était Bruegel, et ici, c'est James Ensor. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un peintre belge qui a fait l'entrée du Christ à Bruxelles. Hein? Alors, le Christ, là, il n'est pas facile à voir. J'ai dit mon petit instrument. Il est au milieu, là, il est loin un peu. Il est quelque part ici, là. Dans la foule. Alors, donc, toute la foule rentre. Ici, c'est Vive la sociale. Alors, donc, c'est l'allusion au 1er mai, les socialistes. Puis là, vous avez des personnages un peu plus grands, qui correspondent un peu, d'ailleurs, dans le tableau de Cummings, un peu la même chose. En fait, c'est là qu'il a mis les personnages plus importants. Puis ensuite, cette foule qui déferle vers nous avec des masques, etc. Parce que Ensor était fasciné par ce thème-là, des masques. Je pense que ses parents avaient une boutique où on vendait des choses comme ça. Alors, il a vécu toute son enfance avec ça. Alors, regardez des détails, là, un peu de son tableau. On voit des personnages comme ça qui grimaçant, etc. Il y en a à perte de vue aussi dans le tableau d'Ensor. Alors là, pour Cummings, c'était comme un modèle, si on veut, pour son grand tableau. Tu sais, si vous regardez ça, puis vous revenez, là, vous avez le même genre de présentation. Puis là aussi, c'est la même chose, c'est-à-dire que les personnages qu'on voit en close-up, un peu plus proches, s'inspirent de ces photos. Je vais vous montrer un, par exemple. Alors, celui-là, qui tient un cœur comme ça, vous le retrouvez dans une des photos, qui est en train de tenir un petit pamphlet sur lequel il s'est marqué « Elvis Swoon ». Hein? Alors, c'est Elvis Presley, évidemment, c'est deux gars qui doivent adorer Presley à tout prix, tu sais, qui est comme le musicien par excellence. Puis on a dit, pourquoi vous lui mettez un halo? Tu sais, si vous regardez à gauche, il y a une espèce de halo. Il dit, pour moi, they are national treasures, these people. Alors il dit, why not to give them some sainthood? Hein? Pourquoi ne pas les représenter comme des saints? Et alors là, il en met là. Puis regardez le personnage à droite de celui-là, qui est assez bizarre. Il vient aussi d'une de ses photos, qui est tout à fait troublante. En fait, le gars est parfaitement habillé, mais il est nu-pied. Qu'est-ce qu'il fait? Comment expliquer une espèce de position comme ça? Puis il y a un visage très, le moins qu'on puisse dire, un peu troublant. Hein? Alors, donc, là, pour ce thème de l'émotion, on pourrait dire là, qu'on a chez les photographes une possibilité là, d'exploiter ce genre de préoccupation. Hein? Ce bonhomme-là, qui est aussi un amant d'Elvis Presley, hein, puis qui doit imiter, là, il doit chanter comme lui, là, je ne sais pas trop. Il est bon dans le cornflakes aussi. En tout cas, bon, pas beaucoup de tableaux sur les murs, hein, c'est un peu dépouillé. Mais vous le retrouvez dans l'épilogue, là, à droite, en haut, mais renversé, hein, la tête en bas. Hein? C'est-tu évident? Non, on ne le voit pas beaucoup. C'est un peu difficile. Et finalement, ce personnage-là qui est à droite, là, qui représente un peu comme une espèce de colère populaire, là, très assez touchant finalement, un petit tout maigre comme ça, mais qui fait un geste avec le poing fermé. Alors, c'est donc toute une accumulation de rencontres, de discussions avec ces gens-là, puis au fond,
on a l'impression que comme il n'y a rien à son épreuve. Enfin, il a tout photographié, tout ce qui était possible de photographier, et il a fait donc une espèce de synthèse de son travail avec ces choses-là. Et je vous laisse avec cette image-là, un autre close-up plus près, là, dans lequel on voit des centaines de visages là, collés les uns à côté des autres, chacun avec une expression différente. Puis là, on voit aussi, en tout cas, l'immense subtilité de la photo à ce point de vue-là, parce que ce qui était très stéréotypé chez Lebrun, là, avec les photos, on peut faire tellement de variations minimes, alors que là, on a tout un vocabulaire là, qui peut s'étendre là-dessus. Alors voilà, donc c'était le quatrième défi des peintres. J'avais l'habitude de faire 6 conférences, mais cette année, j'ai dit, je vais me calmer un peu, et je vais en faire 4. Alors, je les reprends ensuite en anglais, mais c'est la dernière aujourd'hui. Alors, merci beaucoup.